Aubéry se tenait à la fenêtre de son Range Rover climatisé, coincé dans les embouteillages de Lagos, sous le soleil de plomb. Son chauffeur avait pris un raccourci par Oshodi pour tenter d'éviter les bouchons sur l'autoroute. La chaleur extérieure s'abattait sur les vitres teintées comme une présence vivante. Des vendeurs ambulants circulaient entre les voitures, proposant de tout, des chargeurs de téléphone aux bananes plantains grillées. C'est alors qu'Aubéry l'aperçut. Un vieil homme était courbé sous le poids d'une bassine remplie de sachets d'eau en plastique. Sa chemise flottait sur sa silhouette maigre, tachée de sueur. Il se faufilait entre les voitures à petits pas prudents, criant d'une voix rauque, « De l'eau pure, froide, de l'eau pure ». La main d'Aubéry s'arrêta à mi-chemin de son téléphone. Le vieil homme se tourna légèrement, s'essuyant le front du revers de la main. Aubéry distingua alors clairement son visage, ses joues creuses et sa barbe grise. Sur le flanc familier de ses épaules, c'était Dansault, son père. La gorge d'Aubéry se serra. Il ne pouvait plus respirer. Son père ne leva pas les yeux. Il ne vit ni le Range Rover ni le soleil à l'intérieur. Dansault passa simplement à la voiture suivante, soulevant plus haut le lourd bassin, les bras tremblants. « Monsieur, tout va bien ?» demanda son chauffeur en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. Aubéry ne put répondre. Il observait son père vendre 2 sachets à une femme dans un taxi. « Je l'ai vu compter les billets de Nara froissés d'une main tremblante. Je l'ai vu esquisser un faible sourire au client avant de se retourner vers le soleil. La circulation a repris. « Arrêtez la voiture, » dit Aubéry. « Monsieur ?» J'ai dit arrêter la voiture. Le conducteur a freiné brusquement. Des klaxons retentirent derrière eux. Aubéry poussa la portière et s'avança dans la chaleur. Ses chaussures en cuir italien foulèrent le bitume poussiéreux. Autour de lui, les gens le dévisageaient. Un homme en costume de marque sortait d'un SUV de luxe en plein trafic d'eau chaudée. Dansault avait maintenant 3 voitures devant, et il s'éloignait. « Papa ?» La voix d'Aubéry se brisa. Le vieil homme n'entendit rien. Le bruit du marché, des bus, des générateurs. Tout engloutit le mot. Aubéry accéléra le pas, dépassant une femme portant un plateau d'oranges. « Papa, Dansault !» Le vieil homme s'arrêta. Il se retourna lentement, plissant les yeux face au soleil. Lorsqu'il aperçut Aubéry, son visage se figea. Le bassin lui glissa des mains et tomba au sol. Des sachets d'eau se dispersèrent sur la chaussée. Ils se retrouvèrent face à face au milieu de la rue. « Aubéry ?» La voix de Dansault n'était qu'un murmure. Aubéry avait envie de courir vers lui. Il avait envie de prendre le bassin. Il voulait demander pourquoi, comment, quand. Mais ses jambes refusaient de bouger. Il restait là, immobile, fixant du regard le père qu'il n'avait pas vu depuis 12 ans. « Que faites-vous ici ?» finit par demander Aubéry. Dansault se baissa lentement pour ramasser les sachets éparpillés. Ses mains tremblaient encore plus. « Je travaille, » dit-il doucement. « Comme tout le monde. »« Tu travailles ?» s'exclama Aubéry d'un ton plus fort. « Vous avez 80 ans. »« 82, » corrigea Dansault sans lever les yeux. Un bus klaxonna. Quelqu'un leur a crié de se déplacer. La circulation s'intensifiait à nouveau. Le chauffeur d'Aubéry s'était garé sur le côté, feu de détresse allumé. Aubéry s'accroupit pour aider son père à ramasser les sachets d'eau. Certains avaient éclaté. L'eau laissait des taches sombres dans la poussière. « Où habites-tu » demanda-t-il. Dansault remit les sachets dans le lavabo. « Ça n'a pas d'importance. »« Ça compte pour moi. »« Vraiment ?» Dansault le regarda alors. Son regard était toujours aussi vif, malgré son âge. « 12 ans, Aubéry. 12 ans, et maintenant tu me demandes où j'habite ?» Ces mots furent comme une gifle. Aubéry se leva, tenant la moitié des sachets d'eau. « J'ai envoyé de l'argent. Chaque mois, j'envoyais de l'argent sur ce compte. »« Quel compte ?»« Mon compte bancaire. Celle que j'ai ouverte pour toi quand je suis parti pour l'Amérique. » Dansault secoua lentement la tête. « Je n'ai jamais reçu d'argent. » Aubéry sentit le sol se dérober sous ses pieds. « C'est impossible. J'envoie 200 000 Naira par mois depuis 10 ans. »« Alors quelqu'un d'autre la récupère, » dit Dansault. « Parce que je vends de l'eau en poudre depuis 3 ans juste pour pouvoir manger. » Une foule commençait à se former. Les gens se rassemblaient toujours lorsqu'il y avait un drame. Un jeune homme filmait la scène avec son téléphone. Aubéry n'y prêtait aucune attention. « Qui d'autre avait accès au compte ?» demanda Aubéry. Dansault prit son bassin. L'effort lui arracha un grognement de douleur. « Ton frère, Casset. Il a dit qu'il m'aiderait avec les démarches à la banque, vu que j'ai du mal à lire. » Casset,
Le frère cadet d'Aubéry. « Viens avec moi, dit Aubéry en tendant la main vers le lavabo. Dansault recula. « Je dois travailler. »« Tu ne travailles plus. »« Pas comme ça. » Aubéry s'empara du bassin, malgré les protestations de son père. Le poids le surprit. Comment un vieil homme pouvait-il porter ça toute la journée? « Lâchez-moi, Aubéry. » La voix de Dansault se durcit. « Tu es parti. Tu as construit ta vie. Tu ne peux pas revenir maintenant et jouer au bon fils. Je ne joue à rien. Tu es mon père. Alors où étais-tu? » La voix de Dansault se brisa. « Où étais-tu quand ta mère est morte? Où étais-tu quand la maison a commencé à tomber en ruine? Où étais-tu quand je suis tombée malade et que j'ai passé 2 semaines dans un hôpital public sans que personne ne vienne me voir? » Chaque question était un coup de poignard. Aubéry n'avait aucune réponse qui puisse le satisfaire. Il était en Amérique, à bâtir son entreprise, à gagner son premier million, puis son premier milliard. Il avait envoyé de l'argent. Il pensait que c'était suffisant. « Me voilà maintenant », a déclaré Aubéry, 12 ans trop tard. La foule murmura. Quelqu'un dit, c'est son fils, celui qui a la voiture. Une autre voix ajouta, les riches ne se soucient pas de leurs parents. Aubéry sentit la honte l'envahir, mais il serra le bassin contre lui. S'il te plaît, papa, laisse-moi t'emmener quelque part. Laisse-moi t'offrir le déjeuner. Laisse-nous parler. Dansault le fixa longuement. Puis son regard se porta sur le bassin d'eau, puis sur le soleil au zénith. Enfin, il hocha la tête, une seule fois. Aubéry aida son père à monter dans le Range Rover. Le siège en cuir semblait engloutir la silhouette frêle du vieil homme. Dansault resta assis, raide, sans rien toucher, les mains posées sur les genoux. « Où allez-vous, monsieur ?» demanda le chauffeur. « Trouver un restaurant, quelque chose de bon. » Aubéry marqua une pause. « Non, trouvez d'abord une clinique, une bonne clinique privée. »« Je n'ai pas besoin de clinique, » a dit Dansault. « Quand avez-vous consulté un médecin pour la dernière fois ?» Dansault n'a pas répondu. Ils traversèrent les rues de Lago en silence. La circulation s'était légèrement fluidifiée. Par la fenêtre, Aubéry contemplait la ville qu'il avait quittée. Rien n'avait changé. Tout avait changé. Le même chaos, la même lutte, mais maintenant il était de l'autre côté de la vitre. « Comment va Kwesi ?» demanda Aubéry. « Tu ne sais pas? On ne se parle pas beaucoup. » Dansault émit un son qui ressemblait à un rire. « Des frères qui ne se parlent pas, un fils qui n'appelle pas, quelle est cette famille? » J'ai appelé. Au début, j'appelais toutes les semaines. Personne ne répondait. Le téléphone est tombé en panne, a dit Dansault. Kwesi a dit qu'il le réparerait. Ah, il ne l'a jamais fait. Et l'argent que j'ai envoyé? Dansault regardait par la fenêtre. Kwesi m'apportait parfois de petites sommes. 5 000 par-ci, 10 000 par-là. Il a dit que c'était tout ce que vous aviez envoyé. Il a dit que vous aviez des difficultés en Amérique, que votre entreprise était en faillite. Aubéry serra les dents. 200 000 Naira par mois pendant 10 ans. Cela représentait plus de 20 millions de Naira. Et Kwesi ne donnait que des miettes à leur père, gardant le reste. « Où est Kwesi maintenant ?» demanda Aubéry. « Il a une maison à Lekki. Une grande maison. Il affirme être homme d'affaires désormais. Lekki, l'un des quartiers les plus chers de Lagos, a été bâti grâce à l'argent volé à son propre père. Le chauffeur s'est arrêté devant une clinique privée de Victoria Island. Le bâtiment était blanc et propre, et la climatisation ronronnait doucement. Une infirmière en uniforme impeccable les accueillit à la porte. « Maman, mon père a besoin d'un bilan de santé complet, » dit Aubéry. Dansault commença à protester, mais Aubéry lui posa la main sur l'épaule. « S'il vous plaît, papa. » L'infirmière les conduisit dans une salle de consultation. Un jeune médecin arriva en quelques minutes, arborant un sourire professionnel. « Bonjour. Quel est le problème? »« Je souhaite qu'il soit examiné, » dit Aubéry. « Tout. Analyse de sang, examen cardiaque, tout. » Le médecin hocha la tête et commença à interroger Dansault. « Quand a-t-il mangé pour la dernière fois? A-t-il des douleurs? Prend-il des médicaments ?» Dansault répondit par monosyllabes, visiblement mal à l'aise. L'examen dura 1 heure. On effectua une prise de sang. Mesure de la tension artérielle. Auscultation cardiaque. Enregistrement du poids. Aubéry attendait dans le hall d'accueil, l'esprit tournoyant. 12 ans. Comment 12 années avaient-elles pu passer si vite? Il avait quitté le Nigeria juste après l'université, obtenu une bourse pour étudier le commerce aux États-Unis. Je me disais qu'il reviendrait une fois qu'il aurait réussi sa vie, une fois qu'il aurait assez d'argent pour vraiment aider sa famille.
Mais une année est devenue 2. 2 sont devenus 5. Sa start-up technologique a connu un succès fulgurant. L'argent affluait. Il se disait qu'il aidait en envoyant de l'argent chaque mois. C'était mieux que d'être là, non? L'argent résolvait tous les problèmes. Sauf que son père n'avait jamais vu cet argent. Le médecin apparut, un dossier à la main. « Votre père est gravement malnutri », dit-elle. Sa tension artérielle est dangereusement élevée. Il est anémique. Il présente les premiers signes de problèmes rénaux, probablement dus à la déshydratation et à une mauvaise alimentation. Aubery ne se sentait pas bien. Va-t-il s'en sortir? Avec des soins appropriés, des médicaments et une alimentation équilibrée, oui. Mais il doit cesser immédiatement tout effort physique intense. Son corps est soumis à un stress extrême. Il ne travaillera plus, a déclaré Aubery d'un ton ferme. Le médecin lui a remis une ordonnance. Il devra prendre ses médicaments tous les jours. Et surtout, veiller à ce qu'il prenne des repas réguliers et équilibrés. Son corps est complètement épuisé. Quand Dansault est sorti, il avait l'air fatigué. L'infirmière lui a donné une bouteille d'eau et quelques biscuits. Il but lentement, comme quelqu'un qui avait oublié comment écouter sa soif. « Allons manger », dit Aubery. Ils se rendirent dans un restaurant à proximité. Rien de trop sophistiqué. Aubery sentait que son père serait mal à l'aise. Un endroit tranquille avec du bon riz jollof et du poisson grillé. Dansault mangeait lentement, avec précaution, comme si la nourriture risquait de disparaître au moindre mouvement. Aubery l'observait, cet homme qui avait été si fort, si bruyant. Son père avait été charpentier du temps où Aubery était jeune. Il fabriquait des meubles de ses mains, chantait en travaillant. À présent, il pouvait à peine soulever une fourchette sans que sa main ne tremble. « Racontez-moi ce qui s'est passé », demanda doucement Aubery. « Après mon départ, raconte-moi tout. » Dansault mâcha longuement son riz avant de répondre. « Ta mère est tombée malade 2 ans après ton départ. Un cancer. Nous ne l'avons su que trop tard. » Aubery a eu un pincement au cœur. « Je ne savais pas. Je t'ai appelé plusieurs fois. Tu n'as jamais répondu. J'ai changé de numéro de téléphone en déménageant en Californie. J'ai envoyé le nouveau par courrier. Nous n'avons jamais reçu de lettre. » Un autre élément venait de s'assembler. Kwesi avait-il intercepté cela aussi? « Votre mère est décédée 3 mois après le diagnostic, » poursuivit Dansault. Sa voix était désormais monocorde, comme s'il avait répété cette histoire trop de fois. Les factures d'hôpital m'ont tout pris. La maison, l'atelier, tous mes outils. J'ai tout vendu. Kwesi m'a aidé, du moins je le croyais. Il a dit qu'il gérerait l'argent. Je ferai en sorte qu'il dure. Mais il ne l'a pas fait. J'ai vécu chez lui pendant 1 an, dans sa dépendance pour garçon, derrière sa grande maison. Puis un jour, il a dit que je devais commencer à contribuer. Qu'il ne pourrait pas subvenir à mes besoins éternellement. La main de Dansault tremblait lorsqu'il prit sa bouteille d'eau. J'ai essayé de trouver du travail, mais qui embauche un vieil homme? Alors j'ai commencé à vendre de l'eau en poudre. Une femme rencontrée au marché m'a prêté de l'argent pour commencer. Je la rembourse un peu chaque jour. Aubery était muet. Sa gorge s'était complètement serrée. Kwesi m'a dit que tu n'avais jamais appelé, dit Dansault. Que tu nous avais oubliés, que tu avais refait ta vie et que tu ne voulais pas que ta famille te mette dans l'embarras. C'est un mensonge, dit Aubery d'une voix rauque. J'ai appelé, j'ai écrit. J'ai envoyé de l'argent tous les mois. Je croyais que tu le recevais. Je croyais que tu allais bien. Dansault le regarda vraiment. Ah, tu ne savais vraiment pas. Je le jure sur la tombe de maman, je ne savais pas. Pour la première fois, le visage de son père s'adoucit. Pas le pardon, pas encore, mais peut-être le début d'une compréhension. Il faut que je parle à Kwesi, a dit Aubery. Il n'admettra rien. Je n'ai pas besoin qu'il l'avoue. Les relevés bancaires prouveront tout. Dansault repoussa son assiette. Il n'en avait mangé que la moitié. Que vas-tu faire? Je ne sais pas encore, répondit Aubery honnêtement. Mais d'abord, je vais te trouver un logement décent. Et vous allez vous reposer. Plus besoin de vendre de l'eau. Plus besoin de porter des charges lourdes. Plus de travail du tout. Je ne peux pas rester les bras croisés. Pourquoi pas? Tu as travaillé toute ta vie. Tu as élevé 2 fils. Tu as pris soin de maman. Tu mérites du repos. Les yeux de Dansault se remplirent de larmes. Il détourna rapidement le regard, les essuyant avec sa serviette. « Je croyais que tu m'avais oublié, » murmura-t-il. « Jamais, » dit Aubery. « Pas une seule fois. Je pensais à toi et à maman tous les jours. Chaque succès que j'ai connu, je voulais le partager avec toi.
Je pensais simplement que l'argent suffisait. Je pensais que si j'envoyais assez d'argent, tout irait bien. L'argent ne remplace pas un fils. » Ces mots, empreints de vérité et de gravité, résonnèrent entre eux. « Je le sais maintenant, » dit Obiri. Ils restèrent assis en silence un moment. Le restaurant bruissait de conversations à voix basse. On entendait le cliquetis des assiettes. La douce musique diffusée par les haut-parleurs au plafond. Les bruits habituels de la vie quotidienne. Mais plus rien ne semblait normal. « Où habites-tu » demanda Obiri. « Je loue une chambre à Muchin. Une seule chambre. Salle de bain partagée. Le propriétaire est plutôt sympa et n'augmente pas trop le loyer. Muchin, l'un des quartiers les plus difficiles de Lagos. Préparez vos affaires, a dit Obiri. Aujourd'hui. Tu n'y retourneras pas. Où irai-je? Moi, j'ai une maison à Okwa. 5 chambres. Il n'y a que moi et mon chauffeur. Il y a largement assez de place. Danso secoua la tête. Je ne peux pas m'imposer. Tu ne m'imposes rien. Tu es mon père. Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité. C'est la famille. Danso baissa les yeux sur ses mains. Des mains de charpentier, lisses et usées par des années de travail et de soucis. Je ne sais pas, Obiri. Tant de temps a passé. Nous sommes devenus des étrangers. Alors cessons d'être des étrangers, dit Obiri. S'il te plaît, papa. Laisse-moi faire. Laisse-moi essayer de réparer ce que j'ai cassé. Tu n'as rien cassé. C'est la vie, tout simplement. Kwesi a cassé quelque chose et j'ai laissé faire par mon absence. Mais je suis là maintenant. Et je veux arranger les choses. Danso resta silencieux un long moment. Il hocha la tête. D'accord. Mais juste pour un petit moment. Ah, en attendant de trouver une solution. Obiri connaissait la fierté de son père. Il savait que dans quelques instants, Danso préparait déjà son départ. Mais c'était un début. Ils se rendirent en voiture à Muchin. Le quartier choqua Obiri, même s'il avait grandi à Lagos. Des rues étroites et criblées de nids de poules. Des immeubles si serrés que le soleil peine à atteindre le sol. Des caniveaux à ciel ouvert débordant d'eau grise. Des enfants qui jouent dans la poussière. Une odeur de fumée et d'ordures, et une promiscuité insupportable. La chambre de Danso se trouvait dans un complexe où vivaient déjà 15 autres familles. Ils partageaient une salle de bain et une cuisine. L'espace de son père était à peine plus grand qu'un placard. Un mince matelas à même le sol. Une chaise en plastique. Une petite étagère avec quelques vêtements. Une photo encadrée de la mère d'Obiri, le verre est fêlé. Obiri se tenait sur le seuil, incapable d'entrer. Voyez-vous, c'était là que vivait son père. Tandis qu'Obiri dormait dans un lit king size, dans une maison avec piscine. Ce n'est pas grand-chose, dit Danso à voix basse. Papa, la voix d'Obiri se brisa. Au moins, je l'ai gardé propre. C'est déjà ça. Obiri a aidé son père à faire ses valises. Ça a pris 10 minutes. Tout ce que possédait Danso tenait dans une vieille valise et 2 sacs en plastique. Des vêtements usés jusqu'à la corde. Quelques livres. La photo de maman. Une petite boîte en bois que Danso tenait délicatement. Qu'y a-t-il dans cette boîte? Demanda Obiri. Danso l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des lettres. Des dizaines. Adressées à Obiri, écrites de la main de son père. Le tout est estampillé et scellé. Aucun d'eux n'a répondu. Je vous ai écrit, dit Danso. Tous les mois, pendant des années. Mais je n'avais pas votre adresse. Kwesi a dit qu'il les enverrait. Il ne l'a jamais fait. Obiri prit une des lettres. Le papier était jauni par le temps. Il l'ouvrit avec précaution. Les mots de son père, écrits il y a 5 ans. Il parlait du temps qu'il faisait. Du mariage d'un voisin. Il me manquait. J'espérais qu'il allait bien. Des choses simples. Des choses de père. Obiri ouvrit une autre lettre. Puis une autre. Chacune était une fenêtre ouverte sur la vie qu'il avait manquée. La solitude de son père, écrite à l'encre bleue sur du papier bon marché. Je suis désolé, dit Obiri. Papa, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas de ta faute. J'aurais dû faire plus d'efforts. J'aurais dû revenir vous voir. J'aurais dû. On ne peut pas vivre dans les regrets, dit doucement Danso. Nous ne pouvons qu'attendre la suite. Ils ont chargé la valise et les sacs dans le Range Rover. Les voisins de Danso sont sortis pour regarder. Une vieille femme l'interpella. Danso, où vas-tu? Avec mon fils, répondit Danso. Et il y avait quelque chose de particulier dans sa voix. Pas vraiment de la fierté, mais peut-être le souvenir de ce moment.
Tandis qu'il s'éloignait en voiture, Obiri jeta un dernier regard à la propriété. À la vie qu'avait menée son père. Il voulait être en colère, mais la colère lui paraissait trop simpliste. Ce qu'il ressentait était plus complexe, un mélange de honte, de chagrin et de détermination. « Il faut qu'on passe à la banque », dit Obiri. « Maintenant, je dois consulter les relevés. Je dois savoir exactement ce qu'il est advenu de l'argent. » Ils se rendirent à la banque où Obiri avait ouvert son compte 12 ans auparavant. Une autre agence, désormais, moderne et rutilante. La directrice, une femme nommée Ama, les accueillit avec professionnalisme jusqu'à ce qu'elle aperçoive le nom d'Obiri sur sa carte de visite. Ses yeux s'écarquillèrent. « Monsieur Obiri, l'entrepreneur du secteur technologique ? Oui, j'ai besoin de consulter les relevés d'un compte que j'ai ouvert en 2013. » Il lui donna le numéro de compte de son père. Ama tapait rapidement sur son ordinateur. Son expression passa de professionnelle à confuse, puis à inquiète. « Monsieur, ce compte a été très actif. Dépôt et retrait réguliers. Montrez-moi. » Elle a imprimé les relevés. 12 années de transactions, entassées dans une épaisse pile de papier. Obiri les étala sur son bureau. Là, ses dépôts. 200 000 Naira. Chaque mois, sans faute. Jamais manqué une seule fois. Et puis, les retraits. Toujours dans la semaine suivant le dépôt. Toujours le montant total, moins quelques milliers de Naira. Toujours dans la même agence. Toujours avec la même signature d'autorisation. La signature de Kwesi. Cet homme, dit Obiri en désignant la signature, n'est pas le titulaire du compte. Comment a-t-il pu retirer l'argent? Ama a vérifié les relevés. Il est inscrit comme cotitulaire du compte. Ajouté en 2013, 3 mois seulement après l'ouverture du compte. Il est indiqué que le titulaire du compte en a fait la demande en personne. Obiri regarda son père. « Tu es allé à la banque avec Kwesi ?» Danso hocha lentement la tête. Il a dit que c'était juste pour des formalités administratives. Il devait pouvoir m'aider en cas de problème. Je lui faisais confiance. Kwesi avait volé plus de 20 millions de Naira à leur père pendant 12 ans. Je veux que ce compte soit gelé immédiatement, a déclaré Obiri. Et je compte porter plainte. Monsieur, si vous souhaitez porter plainte, vous devrez signaler les faits à la police. Je le ferai dès aujourd'hui. Ama acquiesça. Il me faut l'autorisation du titulaire du compte pour le bloquer. Danso signa les documents d'une main tremblante. Y a-t-il autre chose? Demanda Ama. Ouvre un nouveau compte. Uniquement au nom de mon père. Aucun titulaire conjoint. Je déposerai les fonds aujourd'hui. Obiri a transféré 5 millions de Naira sur le nouveau compte immédiatement. Son père restait assis en silence, les yeux rivés sur l'écran. C'est trop, dit Danso. Ce n'est pas assez. Pas pour 12 ans d'argent volé. Pas pour 3 ans à vendre de l'eau au soleil. Pas pour quoi que ce soit. Obiri a signé le dernier document. Mais c'est un début. Ils ont quitté la banque. Danso restait silencieux, absorbé par ses pensées. Le téléphone d'Obiri vibra. Un message de son assistant en Amérique. Un problème avec un client. Il l'a ignoré. Et maintenant? Demanda Danso. Maintenant, on rentre à la maison. Ta nouvelle maison. Et demain, on s'occupera de Kwesi. Il reste ton frère. Il a cessé d'être mon frère le jour où il a volé notre père. Ils se rendirent à Ikwa en voiture au coucher du soleil. La maison était une villa moderne, tout en verre et en pierre blanche. Un contraste saisissant avec la maison familiale de Muchin où Obiri avait grandi. Le portail s'ouvrit automatiquement. La propriété était calme et magnifiquement paysagée. Danso contemplait les lieux comme s'il était entré dans un autre monde. « C'est ici que vous habitez ?» demanda-t-il. « Oui. »« Et maintenant, vous vivez ici aussi. » Obiri fit visiter à son père une chambre d'amis. Elle disposait de sa propre salle de bain. Un grand lit avec des draps moelleux. La climatisation. Une télévision. Danso se tenait au milieu de la pièce et tournait lentement sur lui-même. « Je vais me perdre ici, » dit-il. « Tu t'y habitueras. » Obiri déposa la valise de son père sur le lit. « Repose-toi. Je vais faire apporter le dîner. Je peux manger en bas. Seulement si tu veux. Il n'y a aucune obligation. C'est chez toi maintenant. Tu peux faire ce qui te plaît. » Danso s'assit sur le bord du lit. Le matelas s'enfonça sous lui. Doux et accueillant. Et, il passa la main sur les draps. « Je n'ai pas dormi dans un lit aussi confortable depuis 10 ans. Alors, fais de beaux rêves cette nuit. Demain, nous avons beaucoup à faire. »
Obiri laissa son père se reposer. En bas, il appela son avocat et lui expliqua tout. L'argent volé. Les relevés bancaires. Les autorisations falsifiées. Il s'agit d'un cas flagrant de fraude et de détournement de fonds, a déclaré son avocat. Mais c'est votre frère. Êtes-vous sûr de vouloir poursuivre cette affaire? Ce n'est plus mon frère, a rétorqué Obiri. C'est un voleur qui a volé un vieil homme. Son propre père. Oui, j'en suis sûr. Je vais préparer les documents. On pourra déposer la demande demain. Obiri raccrocha et s'assit dans son salon, le regard dans le vide. La maison lui paraissait trop grande. Trop vide. Il l'avait achetée 2 ans auparavant, lorsqu'il avait étendu ses activités au Nigeria. Il pensait que ce serait un symbole de sa réussite. Mais ce soir, c'était juste un rappel de tout ce qu'il avait manqué. Son téléphone vibra de nouveau. Son assistant répondit cette fois. « Monsieur, le client menace de résilier le contrat si nous ne répondons pas ce soir. »« Occupe-toi de ça, » dit Obiri. « Mais tu t'occupes toujours personnellement des gros clients. Pas ce soir. C'est à toi de t'en occuper. C'est pour ça que je te paie. » Il a raccroché avant qu'elle puisse répondre. Pendant 12 ans, il avait privilégié les affaires. Les transactions, les contrats et les marges bénéficiaires. Il se disait que c'était pour sa famille. Gagner de l'argent était sa façon d'honorer ses parents. Mais sa mère était décédée sans lui. Et son père avait souffert en silence. À quoi bon posséder des milliards si ceux qu'on aimait souffraient? Obiri remonta à l'étage. Il frappa doucement à la porte de son père. Pas de réponse. Il l'ouvrit avec précaution. Danso dormait sur les couvertures. Il portait encore ses vêtements de ville. Sa respiration était lourde. Épuisé. Obiri prit une couverture dans le placard et la drapa sur son père. Endormi, Danso paraissait plus vieux que ses 82 ans. On aurait dit un homme qui avait porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps. « Je suis désolé, papa, » murmura Obiri. « Je suis désolé de ne pas avoir été là. » Il a quitté la pièce et est allé dans sa chambre. Mais il n'arrivait pas à dormir. Il resta éveillé toute la nuit, songeant au sachet d'eau en poudre, au relevé bancaire et à 12 années de lettres restées sans réponse. Le matin arriva lentement. Obiri était levé avant le soleil, assis dans son bureau, en train de consulter à nouveau les relevés bancaires. S'assurant d'avoir tout compris avant d'affronter Kwesi, Danso apparut sur le seuil vers 7 heures. Il avait pris une douche et s'était changé. Elle avait déjà meilleure mine, même si elle restait fragile. « Tu as dormi ?» demanda Danso. « Pas beaucoup. »« Et toi ?»« J'ai mieux dormi que depuis des années. » Danso s'assit. « Quel est le programme ? » « On va voir Kwesi, ensemble. Je veux qu'il te regarde dans les yeux et qu'il s'explique. Il ne viendra pas de son plein gré. Alors on ira le voir. » Après le petit déjeuner, ils se rendirent en voiture à Lekki. La maison de Kwesi était facile à trouver. Une immense propriété entourée de hauts murs, équipée de caméras de surveillance, avec un bâtiment de 3 étages visible au-delà du portail, construit grâce à l'argent volé. Obiri appuya sur l'interphone. La voix d'un agent de sécurité grésilla. « Qui est-ce ? Dites à Kwesi que son frère est là. » Un long silence. Puis, il n'attend personne. Il voudra me voir. Dites-lui qu'Obiri est là. Un autre silence. Puis le portail s'ouvrit en bourdonnant. La propriété était obscène. Une fontaine trônait dans l'allée. Des voitures importées étaient garées en rang. Du marbre partout. Kwesi apparut sur le perron, un large sourire aux lèvres. « Non, grand frère, » s'écria-t-il. « J'ai entendu dire que tu étais à Lagos. Pourquoi n'as-tu pas appelé ?» Kwesi avait 4 ans de moins qu'Obiri, il avait maintenant 40 ans. Il avait pris du poids depuis la dernière fois qu'Obiri l'avait vu. Montre de luxe, vêtements de marque, une richesse ostentatoire qui criait « nouvel arrivant ». Puis Kwesi vit Danso sortir de la voiture. Son sourire s'estompa. « Papa, que fais-tu ici ? » « Il faut qu'on parle, » dit Obiri d'une voix glaciale. Le regard de Kwesi oscillait entre eux. « De quoi ? » ?»« À l'intérieur, tout de suite. » Ils entrèrent dans un salon qui ressemblait à une salle d'exposition de meubles. Tout était trop parfait, trop harmonieux. Kwesi proposa des boissons. Obiri lui fit signe de s'asseoir. « Asseyez-vous, » dit Obiri. « De quoi s'agit-il ? » « De l'argent, de tout cet argent. » Le visage de Kwesi se figea soigneusement. « Quel argent ? Ne fais pas ça, » l'avertit Obiri. « Ne m'insulte pas en faisant semblant de ne pas savoir. La banque m'a remis des copies de chaque transaction, de chaque retrait, toutes signées par vous. » Silence.
Kwesi s'assit lentement. J'allais te le dire, commença-t-il. Me dire quoi? Que tu voles papa depuis 12 ans. Ce n'était pas du vol. Papa n'arrivait pas à gérer l'argent lui-même. J'aidais. Tu aidais? La voix de Danso résonna dans la pièce. Tu me donnais des miettes pendant que tu construisais ça? Il désigna le manoir du doigt. Tu me laissais vendre de l'eau au soleil pendant que tu roulais en voiture importée? Kwesi baissa les yeux. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Au départ, j'avais juste emprunté un peu d'argent pour investir. J'allais te rembourser. Mais vous ne l'avez pas fait, dit Aubry. L'investissement a échoué. J'avais besoin de plus d'argent pour le redresser. Puis plus rien. C'est devenu une spirale infernale. Tu as donc continué à prendre à ton propre père, Hoc, pendant 12 ans. Je lui donnais parfois de l'argent. 5 000 naras alors que vous en avez pris 200 000? La voix d'Aubry s'éleva. Vous lui avez laissé croire que je l'avais abandonné. Laisse-le croire que je m'en fichais. Tu sais ce que ça lui a fait? Kwesi leva enfin les yeux. Il avait les larmes aux yeux, mais Aubry ne ressentit aucune compassion. Je suis désolé, dit Kwesi. Je suis vraiment désolé, papa. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'étais allé trop loin. Tu aurais pu dire la vérité, dit Danso d'une voix calme. À n'importe quel moment pendant ces 12 années, tu aurais pu dire la vérité. J'avais honte. Maintenant, c'est à votre tour d'avoir honte au tribunal, a déclaré Aubry. Mon avocat porte plainte aujourd'hui. Fraude, détournement de fonds, maltraitance envers les personnes âgées, tout ça. Kwesi devint livide. C'est impossible. Je suis ton frère. Tu as cessé de l'être le jour où tu as choisi l'argent plutôt que la famille. S'il te plaît, Aubry. Je rembourserai. Chaque centime. Je vendrai la maison, les voitures, tout. Surtout, ne m'envoyez pas en prison. Comment comptez-vous rembourser? 20 millions de naira plus 12 ans d'intérêt. Vous n'avez pas une telle somme. Oui. La maison à elle seule vaut 40 millions, et j'ai des investissements bâtis sur de l'argent volé. Kwesi se tourna vers Danso, désormais désespéré. Papa, s'il te plaît, dis-lui de ne pas faire ça. Je suis ton fils aussi. Danso regarda longuement son plus jeune fils. Quand ta mère était mourante, où étais-tu? Je travaillais. Tu dépensais l'argent de l'hôpital pour ta copine. J'ai trouvé les reçus, les chambres d'hôtel, les restaurants chics, pendant que ta mère souffrait. Aubry l'ignorait. La trahison était plus profonde qu'il ne l'imaginait. Et quand je suis tombée malade, poursuivit Danso, quand j'étais dans cet hôpital public où les cafards grouillaient sur le sol. Ah, tu es venu une fois. Une fois toutes les 2 semaines. Je suis restée 10 minutes. J'avais des affaires à régler. Tu as été avide, dit Danso, et maintenant tu en subis les conséquences. Kwesi s'effondra sur une chaise, en sanglotant. Je vais tout perdre. Bien, dit Aubry. Tu mérites de tout perdre. Je t'en prie, je ferai n'importe quoi. Donnez-moi juste une chance de réparer mes erreurs. Aubry regarda son père. Le visage de Danso était impénétrable. Qu'en penses-tu, papa? Demanda Aubry. Danso resta longtemps silencieux. Puis il dit, que voudrait ta mère? La question glaça Aubry. Leur mère, qui avait tant pardonné, qui avait toujours cru aux secondes chances. Elle aurait voulu justice, a dit Aubry, mais elle aurait aussi voulu la clémence. Alors, qu'il y ait les deux, a dit Danso. Aubry se retourna vers Kwesi. Voilà ce qui va se passer. Tu vas vendre cette maison et tous tes objets de luxe. Ta voiture, ta montre, tes bijoux, absolument tout. Kwesi acquiesça, toujours en pleurs. L'argent sera placé dans un fonds fiduciaire pour les soins de papa, les frais médicaux, les dépenses courantes, tout ce dont il aura besoin pour le reste de sa vie. Le reste sera donné à des œuvres caritatives. D'accord, oui, je le ferai. Tu vas aussi trouver un vrai travail. Peu importe où ou quoi, et tu devras rembourser la dette sur ton salaire chaque mois, à vie, si nécessaire. Je le ferai, je vous le promets. Et si vous manquez ne serait-ce qu'un seul paiement, si vous tentez de dissimuler des biens, si vous mentez une seule fois de plus, des poursuites pénales seront engagées. Aucune seconde chance. Vous comprenez? Je comprends. Père, pardonnez-moi. Je vous en supplie. Je suis vraiment désolé pour tout. Dis-le à papa. Regarde-le dans les yeux et dis-le. Kwesi se tourna vers Danso. Ah, des larmes et des morves coulaient sur son visage. Papa, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je consacrerai le reste de ma vie à réparer cette erreur. Je vous le promets. Danso regarda son plus jeune fils. Tu m'as brisé le cœur, Kwesi, non pas à cause de l'argent,
mais parce que tu m'as fait croire qu'Aubierry m'avait oublié. Tu m'as enlevé mon fils avec tes mensonges. C'est ça que je ne peux pas pardonner. Je sais. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Non, dit Dansault. Tu ne le feras pas. Mais je vais quand même essayer de te pardonner. Parce que je suis ton père. Et c'est le rôle d'un père. Mais ça prendra du temps. Longtemps. Kwesi hocha la tête, incapable de parler. Ils le laissèrent là, dans son manoir qui appartiendrait bientôt à quelqu'un d'autre. Dans la voiture, Dansault resta silencieux. « Ai-je bien fait ?» demanda Aubierry. « J'aurais peut-être dû porter plainte. »« Tu as fait ce que ta mère aurait voulu, » dit Dansault. « Ah, ça suffit. » Au cours des semaines suivantes, Aubierry vit Kwesi démanteler sa vie de luxe. La maison fut vendue rapidement, les voitures aux enchères, les bijoux, les montres et les vêtements de marque disparurent. Kwesi emménagea dans un petit appartement d'un quartier de classe moyenne et trouva un emploi de responsable des ventes dans un magasin d'électronique. Chaque mois, avec une régularité d'horloge, il transférait de l'argent sur le compte fiduciaire. Et chaque mois, il appelait Dansault pour s'excuser. Dansault ne répondait jamais, mais il ne bloquait jamais le numéro non plus. Pendant ce temps, Dansault s'installait lentement, prudemment, chez Aubierry. Il prenait quotidiennement des médicaments pour son hypertension et son anémie. Il mangeait 3 repas par jour et son poids commença à se normaliser. Son visage reprit des couleurs, les tremblements de ses mains s'atténuèrent, mais le changement le plus important fut d'ordre émotionnel. Aubierry a réduit ses déplacements. Je gérais ses affaires principalement depuis Lagos. Il prenait son petit déjeuner avec son père tous les matins. Ils ont d'abord parlé de choses futiles, la météo, les nouvelles, le sport, puis de sujets plus importants. Des souvenirs de maman, des anecdotes de l'enfance d'Aubierry, l'atelier où Dansault fabriquait des meubles, sa façon de chanter en travaillant. « Tu fabriques encore des choses ?» demanda Aubierry un matin. « J'ai les mains trop faibles maintenant. Et si on organisait un atelier ? Rien de professionnel, juste pour le plaisir. Tu pourrais m'apprendre. » Dansault parut surpris. « Tu veux apprendre la menuiserie ? Je veux passer du temps avec mon père. » Ils aménagèrent donc un atelier dans une des pièces vides. Aubierry avait engagé quelqu'un pour livrer les outils et le bois, rien de trop lourd. Dansault se déplaça lentement dans l'atelier au début, touchant les outils comme de vieux amis. Un bon menuisier, disait-il, mesure 2 fois et coupe une seule fois. Ils commencèrent par un projet simple, une petite table. Dansault guidait les mains d'Aubierry sur la scie, lui montrant comment sentir le grain du bois. Aubierry faisait sans cesse des erreurs, coupait de travers, ponçait trop fort, mais Dansault était patient. « Tu réfléchis trop, » dit Dansault. « Laisse le bois te dire ce qu'il veut devenir. » Il leur fallut 3 semaines pour terminer la table. Il était légèrement bancal et la finition inégale, mais il était à eux. Ils l'ont installé dans le salon, cette création imparfaite qui symbolisait quelque chose en reconstruction. « C'est affreux, » a dit Aubierry en riant. « C'est magnifique, » corrigea Dansault, « parce que nous l'avons créé ensemble. » Ce soir-là, le téléphone d'Aubierry sonna, son assistante était en Amérique. Une autre crise, une autre décision que lui seul pouvait prendre. « Je vous rappelle, » dit-il avant de raccrocher. « Tout va bien pour vos affaires ?» demanda Dansault. « Oui, non, je ne sais pas. » Aubierry s'assit à leur table bancale. « J'ai passé 12 ans à bâtir cette entreprise. » Dansault resta silencieux un instant. Il a ensuite dit, « Quand j'étais jeune, je pensais que la réussite, c'était avoir le plus grand atelier et gagner le plus d'argent. Mais tu sais ce dont je me souviens maintenant ? Je me souviens de l'après-midi où ta mère t'a emmené, toi et Kwesi, à l'atelier. Tu avais peut-être 6 ans. Je t'ai laissé planter un clou dans un morceau de bois de rebut. Tu étais si fier. Tu as trimballé ce morceau de bois pendant des semaines. Je m'en souviens, dit Aubierry d'une voix douce. C'était ça, la réussite. Pas les gros contrats ni les meubles de luxe, juste mon fils, heureux, tenant quelque chose qu'il avait fabriqué de ses mains. J'ai mal évalué le succès, a déclaré Aubierry. La plupart des gens font cette erreur, jusqu'à ce qu'ils soient assez mûrs pour comprendre. Le lendemain matin, Aubierry a appelé son conseil d'administration et leur a annoncé qu'il se retirait de la gestion quotidienne et qu'il promouvait son directeur des opérations au poste de PDG. Il resterait président du conseil d'administration et continuerait à fournir des orientations stratégiques, mais il en avait assez des journées de 16 heures et des déplacements incessants. Son conseil d'administration était sous le choc. Ses investisseurs étaient inquiets. Ses concurrents jubilaient. Aubierry, lui, n'en avait cure. Il commença à vivre ses journées différemment. Les matins à l'atelier avec son père, les après-midi à lire, à se promener,
à apprendre à cuisiner, les soirs à discuter, à vraiment discuter. Pas de conversations superficielles, mais des discussions profondes sur la vie, les regrets, les espoirs. Idanso racontait des histoires sur son propre père, sur son enfance dans un petit village, sur son choix de devenir charpentier contre la volonté de ses parents, sur sa rencontre avec la mère d'Aubierry lors d'une fête paroissiale et sur le fait qu'il avait su immédiatement que c'était elle. J'avais 23 ans, a déclaré Danso. Elle en avait 21. Son père n'approuvait pas, disant que j'étais trop pauvre, trop peu instruit, mais elle m'a choisi quand même. Qu'est-ce qui vous a convaincu de son bien fondé ? Demanda Aubierry. Elle riait à mes blagues, même les plus nulles, et quand je lui parlais de mes rêves, elle ne disait pas qu'ils étaient impossibles. Elle me demandait comment elle pouvait m'aider. Je ne t'ai jamais entendu rire, réalisa Aubierry. Pas une seule fois, pendant toute mon enfance. J'ai cessé de rire quand tu es parti, dit Danso d'une voix douce. Il me semblait mal de me réjouir alors que mon fils était si loin. Ces mots ont profondément touché Aubierry. Je suis désolée. Je sais que tu le hais. Ah, et je te pardonne. C'était la première fois que Danso prononçait ces mots. Je te pardonne. Aubierry sentit quelque chose se briser en lui. Ils restèrent assis en silence, père et fils, 12 années de distance commençant enfin à s'estomper. Un soir, Danso dit, « Je veux aller me recueillir sur la tombe de ta mère. » Ils se rendirent au cimetière le lendemain. Ils se trouvaient dans un quartier calme, à l'extérieur de la Gosse, loin du bruit et du chaos. Danso avançait lentement entre les pierres tombales, s'appuyant désormais sur une canne. Le médecin la lui avait donnée après sa consultation, disant qu'elle l'aiderait à garder l'équilibre. Ils trouvèrent la tombe sous un petit arbre. La pierre tombale était simple, son nom, ses dates, épouse et mère bien-aimée. Danso s'agenouilla, les articulations craquantes. Il arracha quelques mauvaises herbes qui avaient poussé autour de la pierre et la nettoya avec sa manche. « Je suis désolé de ne pas être venu plus souvent, » dit-il à la tombe. « C'est loin et les bus sont chers, mais je pense à toi tous les jours. » Aubierry s'agenouilla près de son père. « Je suis désolé de ne pas avoir été là, maman, quand tu es tombée malade, quand tu... »« Je suis désolé. » « Elle savait que tu l'aimais, » dit Danso. « Comment pouvait-elle savoir que je n'étais pas là ? Parce que je le lui avais dit. Chaque fois qu'elle me demandait de tes nouvelles, je lui disais que tu te débrouillais bien, que tu réussissais dans la vie. Elle était fière de toi. Même à la fin, même quand elle souffrait, elle souriait quand je prononçais ton nom. » Aubierry ne pouvait retenir ses larmes. Elles coulaient vite et avec force. 12 années de chagrin enfin apaisées. Il pleurait sa mère, son père, tout le temps perdu, tous les moments manqués. Danso lui passa un bras autour des épaules. « Laisse tout sortir, mon fils. Laisse tout sortir. » Ils restèrent 1 heure près de la tombe, parlant à leur mère, lui racontant l'atelier, la table bancale, la réconciliation qui s'opérait lentement. Danso rit même une fois, se souvenant d'une blague qu'elle avait l'habitude de faire. En partant, Danso dit « Je veux revenir la semaine prochaine et la suivante. » « On peut faire ça. Toutes les semaines, papa, aussi longtemps que tu voudras. » Et ils l'ont fait. Chaque dimanche, ils venaient, apporter des fleurs, nettoyer la tombe, parler à maman. Parfois, Kwesi se joignait à eux, restant à l'écart, encore trop honteux pour s'approcher. Mais il est venu. C'était déjà ça. Les mois ont passé. Danso reprenait des forces. Les médecins étaient stupéfaits de sa guérison. « Quoi que vous fassiez, » lui dit son médecin traitant, « continuez. Il est comme un autre homme. » L'atelier est devenu leur refuge. Ils sont passés de simples tables à des chaises, puis à une bibliothèque. Les mains de Danso retrouvèrent des compétences que son esprit croyait perdues, et Aubierry les apprit. Non seulement la menuiserie, mais aussi la patience, l'attention, la valeur de créer lentement, soigneusement, avec amour. Un après-midi, alors qu'il travaillait sur un meuble, Danso dit « Je dois te dire quelque chose. » Aubierry leva les yeux. « Quoi ? Je suis fier de toi. Je ne crois pas te l'avoir assez dit quand tu étais jeune, mais je suis fier de l'homme que tu es devenu. Non pas grâce à votre argent ou à votre entreprise, mais parce que vous êtes revenu, parce que vous êtes là, parce que vous avez fait ce choix. » Aubierry dut s'arrêter de travailler. Ses yeux se brouillèrent de larmes. « Merci, papa. Et je tiens à ce que tu saches que, quel que soit le temps qu'il me reste, ces mois passés avec toi ont été les plus beaux de ma vie. Mieux que n'importe quelle somme d'argent, mieux que tout. Ne me parlez pas du temps qui passe. J'ai 82 ans, fiston. Le temps file toujours, mais ce n'est pas grave. Je suis prêt quand ça arrivera, parce que je m'en occupe. Je te soutiens. » Ils ont fini le meuble ensemble. C'était leur meilleur travail à ce jour. Des joints lisses,
Une finition impeccable, des portes parfaitement ajustées. Ils prirent du recul et l'admirèrent. « Où devrions-nous le mettre » demanda Obiri. « Dans ma chambre, » répondit Dansault, « pour que je puisse le regarder et me souvenir de ce que nous avons construit ensemble. » Ce soir-là, Obiri reçut un appel de son ancien assistant. « Monsieur, je sais que vous êtes retraité des opérations, mais nous avons une opportunité, un contrat colossal, d'une valeur de plusieurs centaines de millions. Ils souhaitent vous rencontrer personnellement. Ils ne travailleront avec personne d'autre. » « Dis leur nom, » dit Obiri. « Mais monsieur, j'ai dit non. Cette partie de ma vie est terminée. » Il raccrocha et trouva son père assis sur la véranda, contemplant le coucher du soleil. Obiri était assis à côté de lui. « Aucun regret ?» demanda Dansault. « Rien, » répondit Obiri. « C'est ici que je dois être. » Ils restèrent assis dans un silence agréable, observant le ciel passer de l'orange au violet, puis à l'obscurité. Quelque part dans la maison, le téléphone d'Obiri vibra, messages, courriels, notifications. Il les ignora tous. Car à cet instant précis, là, tout ce qui comptait, il l'avait. Son père, sa maison, sa tranquillité. Le vendeur d'eau pure avait disparu. À sa place se trouvait un homme aimé, choyé, respecté. Un homme qui n'avait plus à porter de lourds bassins, à compter des billets de nara froissés, ni à travailler sous un soleil de plomb. Un homme qui pouvait enfin se reposer. Et Obiri, qui avait passé 12 ans à courir après le succès dans les salles de réunion et les comptes bancaires, l'avait enfin trouvé dans un atelier avec son père, à fabriquer des tables bancales et à apprendre que l'amour ne se mesure pas en argent, mais en moments partagés. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'aimerais beaucoup lire vos commentaires ci-dessous. Vous est-il déjà arrivé de réaliser, peut-être trop tard, que votre définition du succès était erronée? Partagez votre expérience et apprenons les uns des autres.